et notre vidéo de révision sur la métropolisation, un processus mondial différencié, avec l'annonce du plan de la leçon. Un plan du chapitre qui va se décliner en 5 axes, l'introduction, puis un grand 1 avec le résultat d'une transition urbaine inégale, le grand 2, la métropolisation, conséquence de la mondialisation, un grand 3, l'archipel métropolitain mondial, et enfin la conclusion. Comme nous n'avons pas terminé le chapitre, pour cette interrogation intermédiaire, nous nous arrêterons au tout début du grand 3. Aussi, voilà l'introduction, la métropolisation, un processus qui s'accentue. Et sur cette métropolisation, un processus qui s'accentue, eh bien, soulignons d'abord que plus de la moitié de la population mondiale, soit sur les 7,7 milliards d'habitants que compte la planète, 4,5 milliards vivent dans une ville, soit 55% de la population totale. Donc si partout dans le monde le phénomène d'urbanisation se renforce, c'est-à-dire à la fois une croissance des villes horizontale et verticale et une augmentation de la population urbaine, toutes les villes ne sont pas connectées au monde de la même manière et effectivement, elles vont être hiérarchisées entre métropoles, mégapoles et villes globales. Et les métropoles s'imposent de plus en plus comme des espaces majeurs dans la mondialisation. Ces métropolis, ces villes-mères qui sont des symboles de la mondialisation, ces villes globales que nous verrons au cours de la leçon. Car si l'on mesure une urbanisation croissante des territoires dans le monde, elle ne s'est pas opérée aux mêmes époques pour toutes les civilisations, pour tous les pays. Et là, vous voyez bien 4 phases qui ont été modélisées par les démographes, c'est-à-dire les spécialistes de l'étude quantitative d'une population. C'est une spécialité parmi les géographes. 4 phases, et vous le remarquez, pour 4 époques. Alors je l'avais évoqué en cours. Si l'on prend par exemple la France, la phase 1 des villes petites et peu nombreuses, qui est une phase transitoire, serait effectivement à situer à la Renaissance, soit au XIVe et XVe siècle, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Pour le début de l'accélération de la croissance urbaine, avec un exode rural, c'est-à-dire le départ définitif des populations des campagnes vers les villes, et donc une accélération en cette fin de phase 2, et bien pour la France, ce serait manifestement la deuxième moitié du XIXe siècle, début du XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quant à l'apogée de l'urbanisation, la phase 3, avec une phase de ralentissement, il s'agirait de la période au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80. La phase de stabilisation 4 de l'urbanisation, une phase de saturation en France à partir des années 1980. Aussi donner également une définition à transition urbaine, il s'agit du passage d'une population à majorité rurale en phase 1 à une population à majorité urbaine en phase 4. Cependant, les époques sont différentes en fonction de l'histoire urbaine de chaque pays. Les États-Unis connaissent une phase 1 avec des villes petites et peu nombreuses au XVIIIe siècle. La phase de l'accélération de la croissance urbaine est très tôt au XIXe siècle, en 1820, pour une apogée de l'urbanisation avant la Deuxième Guerre mondiale, et cette stabilisation et saturation intervient très tôt, dès les années 50. Aussi, débutons à présent notre grand 1, la métropolisation, le résultat d'une transition urbaine inégale. Et le résultat d'une transition urbaine inégale dans le monde se mesure aux mégapoles, c'est-à-dire
aux agglomérations dont les aires urbaines ont plus de 10 millions d'habitants dans le monde, avec, on l'a vu, une prévalence de l'Asie sur le reste du monde. Alors, en petit 1, qu'est-ce que sont les mégapoles? Alors, ce sont des agglomérations urbaines de plus de 10 millions d'habitants. On en compte 31 aujourd'hui, 21 en Asie, dont Shanghai, Tokyo, Beijing, et 40 sont prévus à l'horizon 2030. Cependant que la majorité des urbains dans le monde vit dans des villes entre 10 000 et 300 000 habitants, eh bien c'est le cas pour les Mazamétains par exemple ou les Castrés. Dans notre petit 2, posons-nous la question métropole ou pas en comparant deux agglomérations urbaines dans le monde, Dhaka, capitale politique du Bangladesh, et Genève en Suisse. Alors, pour Dhaka, capitale du Bangladesh, le Bangladesh est un des États les plus pauvres des Suds dans le monde, un pays parmi les moins avancés, dont la capitale politique, Dhaka, compte 18 millions d'habitants. Alors, comme son aire urbaine est supérieure à 10 millions d'habitants, elle est effectivement classée comme mégapole. Mais avant qu'elle soit choisie comme exemple, dans le cours, vous n'aviez jamais entendu parler des HAKA au nord-est de l'Inde. Face à elle, Genève en Suisse. Alors Genève n'est pas capitale politique de la Suisse. La capitale politique de la Suisse, c'est Berne, B-E-R-N. Mais Genève a su se rendre incontournable depuis le XIXe siècle en concentrant des fonctions de commandement, notamment le siège de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, également le siège du Comité international de la Croix-Rouge et nombre d'organisations non gouvernementales ont leur siège social à Genève, en Suisse. Alors nous avions vu effectivement le caractère neutre de la Suisse qui, lors des différentes guerres européennes ou mondiales, n'a jamais été partie prenante dans les conflits. C'est pourquoi c'est en Suisse et à Genève tout particulièrement que sont souvent organisés des pourparlers pour négocier la paix entre deux factions d'un même pays et mettre fin à une guerre civile. Genève, c'est également son réseau bancaire, un centre donc financier, une ville qui rayonne à l'échelle mondiale et donc elle est bien, malgré son faible nombre d'habitants, 200 000, une métropole à l'échelle mondiale. Il suffit de réorganiser toute cette exploitation de documents dans notre petit 2, métropole ou pas, c'est-à-dire que toutes les mégapoles ne sont pas des métropoles, car sous condition de fonction de commandement et de rayonnement international. Aussi, effectivement, une ville géante très peuplée de plus de 18 millions d'habitants n'a pas forcément de poids dans la mondialisation. Elle n'est donc pas une métropole. Dhaka, capitale du Bangladesh au nord-est de l'Inde, est une mégapole de 18 millions d'habitants. Elle est mégapole, mais elle n'est pas métropole. À l'opposé, Genève, métropole suisse d'à peine 200 000 habitants, est une ville au rayonnement mondial, mais elle n'est pas une mégapole. Elle concentre des fonctions de commandement, commandement financier, bancaire et centre de diplomatie. Ici, deux extraits d'une revue article Métropole Hypergéo paru en ligne en 2015, dont l'auteur Saint-Julien tente de définir ce qu'est une métropole aujourd'hui. À partir du deuxième paragraphe que j'exploiterai ce document. La révolution numérique a rendu possible une intensification de la globalisation des échanges et qui a pu s'appuyer sur la mise en réseau de certaines grandes villes. En position d'interface, ces villes ou ces régions
métropolitaines, comme la mégalopolis, la Boss-Wash, sont devenues des lieux majeurs des fonctionnements mondialisés. Elles sont des nœuds dans les réseaux de mondialisation et elles concentrent des activités d'innovation. Elles ont des fonctions d'organisation des entreprises, des fonctions, elles concentrent des activités nouvelles pour lesquelles le marché est un terrain privilégié d'expérimentation et également, elles concentrent des activités qui permettent l'adaptation des sociétés et des territoires à la mondialisation. Quant à l'article de Bourdieu-Lepage, il nous renseigne sur la diversité de ces métropoles mondiales, de ces villes globales, qui n'ont pas toutes des spécificités identiques fonctionnelles, mais qui partagent beaucoup de points communs. Alors, je cite, au-delà d'une apparente uniformisation, il n'y a pas de modèle unique des métropoles mondiales. Elles ont des spécificités fonctionnelles. Pour exemple, Paris est moins importante dans la finance mondiale que New York ou Londres, mais tandis que New York est spécialisée dans le conseil, Londres, elle, est spécialisée dans la comptabilité. L'intérêt de ces villes globales, de ces métropoles mondiales, c'est qu'elles sont connectées les unes entre elles, ce qui amène à les classer. Elles sont reliées les unes aux autres grâce aux technologies de la communication, grâce au transport, aux hubs des aéroports internationaux, en câblage sous-marin, fibre optique. Elles interagissent donc en réseau économique, politique, mais également culturel. Si la métropolisation différencie les métropoles, elle ne s'étend pas aux pays pauvres. Et vous voyez, la taille d'une ville n'en fait pas sa puissance. Dakar, 18 millions d'habitants, est largement surclassée par Genève, 200 000 habitants. Une fois ces différents points posés, voyons pourquoi la métropolisation est une conséquence de la mondialisation dans notre grand 2 du cours. Grand 2, la métropolisation, une conséquence de la mondialisation. Alors j'ai choisi de diviser ce grand 2 en 2 parties. La première, définition et critères à l'échelle mondiale, où vous allez voir défini, et vous l'avez déjà fait, aire urbaine, métropole, mégapole, mégalopole. Je ne reviendrai pas sur ces définitions qui ont été précisées dans l'étude de cas, la mégalopolis du nord-est des États-Unis, la Boss-Wash. Et une deuxième sous-partie, paysage urbain, verticalité, étalement urbain et ségrégation socio-spatiale. Alors commençons par le petit A, verticalité des skylines, des CBD. Alors la verticalité des skylines dans les Central Business Districts, soit CBD, c'est vraiment cette ligne d'horizon des gratte-ciel que l'on trouve dans les quartiers d'affaires comme celui de New York City sur l'île de Manhattan. Pas seulement celui de New York City, je vous ai également proposé la skyline de Singapour, en Asie du Sud-Est, à l'extrémité de la péninsule malaise, cette cité-État d'à peine plus de 700 km² pour une dizaine de millions d'habitants. La skyline du CBD de Los Angeles, que vous voyez émerger avec en arrière-plan les Sierras enneigées, tandis qu'ici, aux Émirats arabes unis, vous avez la skyline de Dubaï, sa capitale. Skyline de Dubaï, course à la verticalité avec le Burj Khalifa de 828 mètres de hauteur, le building aujourd'hui, le skyscraper, le plus haut de la planète. Ces métropoles se livrent depuis les années 2000 à une véritable course à la verticalité. Verticalité, symbole de puissance, verticalité, vitrine d'un rayonnement commercial, un rayonnement religieux, un rayonnement de ces métropoles à l'échelle mondiale. Cette course à la verticalité que l'on retrouve avec ce planisphère qui
illustre au travers de l'indice de verticalité les régions dans le monde, les régions sur le globe terrestre où ces skylines sont les plus élevées. On remarque immédiatement la prééminence de l'Asie du Sud-Est avec la métropole de Hong Kong, suivie par New York City. Pourquoi en recensant toutes ces métropoles, vous remarquez que la moitié d'entre elles se situe en Asie de l'Est. L'indice de verticalité qui, allié à ces CBD, est caractérisé par un quartier d'affaires, des quartiers commerçants, des malls, ces d'immenses centres commerciaux comme on en trouve certes à New York mais également à Dubaï avec des infrastructures de transport. Ici, je vous ai mis le plan de Manhattan avec celui du bus et surtout du métro que vous pouvez voir sur la carte. Alors, s'il y a verticalité, il y a également étalement urbain. Alors, je vais choisir l'exemple de Los Angeles que nous avons vu avec sa skyline pour illustrer l'étalement urbain, c'est-à-dire la métropole non seulement verticale, mais également horizontale. En petit b, l'étalement urbain avec le même document emprunté à Google Earth que je vous avais montré en cours, c'est-à-dire que cet étalement urbain de plus de 300 km d'est en ouest pour Los Angeles, constitué de quartiers pavillonnaires résidentiels ou pauvres et totalement abandonnés, c'est-à-dire todifiés, un étalement qui illustre les forts contrastes de cette mégapole, de cette métropole. Los Angeles, ce n'est pas seulement Beverly Hills. Regardez cette vue aérienne en 3/4 oblique qui vous montre les autoroutes urbaines, les nombreux échangeurs. Vous remarquez aussi le plan quadrangulaire de la ville, c'est-à-dire toujours un plan de ville en damier, comme sur un jeu d'échecs pour une métropole. Ici, une mégapole aussi qui s'étale sur des centaines de kilomètres. L'impossibilité de vivre à LA sans voiture, à Los Angeles, pour les Angelinos. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres pour son travail, pour se rendre au lycée, pour faire ses courses. Et c'est particulièrement le cas pour des quartiers tels que Watts, des quartiers pauvres et défavorisés. Cet étalement urbain se double de ségrégation socio-spatiale, ce qu'abordera notre petit c. En petit c, la ségrégation socio-spatiale dans la métropolisation. Alors nous avons opéré une définition de ségrégation en cours, c'est-à-dire une séparation des classes sociales qui résident dans des espaces séparés, dans des zones de vie séparées, c'est-à-dire que pour les classes sociales supérieures, il s'agit de quartiers résidentiels, tandis que les classes socio-professionnelles plus défavorisées, employés, ouvriers, résident dans des quartiers à majorité pauvre. Cette ségrégation socio-spatiale se double d'une ségrégation ethnique, c'est-à-dire de quartiers à majorité latinos, à majorité asiatique ou à majorité africain, américain. Et nous avions déjà abordé cette question de la ségrégation socio-spatiale en évoquant dans la Boswash la métropole de Baltimore. Baltimore et son quartier d'Edmondson, dont vous voyez ici une photographie aérienne en 3/4 oblique. Alors, à la différence de vos représentations des quartiers nord de Marseille, avec des barres extrêmement hautes des 13e et 14e arrondissements, ou aussi des barres d'immeubles en Seine-Saint-Denis ou à Stein par exemple dans la banlieue parisienne,
Ici, les immeubles excèdent rarement 4 étages. Cependant, totalement abandonnés par les investisseurs, les pouvoirs publics, la municipalité, ils tombent en ruine et certains immeubles finissent par être murés. C'est le cas à Edmondson de ces petits immeubles du début du XXe siècle qui aujourd'hui sont ou murés ou squattés. Alors notre grand 3 sur l'archipel métropolitain sera traité dans une deuxième partie de la vidéo pour un prochain DS. Révisez bien.